Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur réussite et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, je reçois Mike Gagné et Jean-Claude Pro de l'US Museum de Châteauroux. C'est une conversation à trois où l'on évoque un âge d'or baigné de voitures américaines, de Coca-Cola, de jazz, de baseball et de dollars. L'époque américaine, quand des milliers d'Américains et leurs familles arrivent en 1951 sur la base de l'OTAN. Que reste-t-il de ces années au-delà d'un building ou d'un aéroport ? C'est ce que Mike Gagné, fils du célèbre Joe Gagné, figure de ces années folles, et Jean-Claude Pro, président de l'association Châteauroux c'était l'Amérique, nous feront vivre une plongée nostalgique dans 15 années qui ont marqué la population castelroussine et les quartiers de Touvent, Brassiou ou la Martinerie. On a parlé de miracles économiques, de l'OTAN, de GI, mais on a évoqué aussi le Forten, Joe Fromman, Shep et les food trucks. Je vous embarque à la découverte d'une époque américaine. Goodberry, c'est parti. Bonjour Mike. Bonjour. J'avais une première question, moi. Quel est le symbole pour toi le plus émouvant des Américains ici ? Alors le symbole le plus émouvant, c'est pas facile à dire. Le symbole qui n'était pas ici à l'époque, pour moi c'est la flamme de l'amitié qui est sur le rond-point pas loin de Belle-Île, offert par un Américain anonyme. On ne sait pas qui c'est, ça lui a coûté très très cher, je crois plus que $200 000 ou $250 000. De faire venir la flamme pour ici ? le faire produire par deux artistes et le faire venir ici. Sinon, quand on passe à l'aéroport de Châteauroux, il y a ces vieux bâtiments des années qui ont été restaurés des années 50, non, peut-être même avant ça, à l'aéroport, qui sont toujours restés intacts et qui n'ont pas changé. Quand on passe devant la base américaine de la Martinerie, tout a changé. C'est un peu comme on dit en anglais, un ghost town. Il n'y a pas beaucoup d'activités, alors que quand j'ai connu, ça grouillait de monde, de militaires, de lycéens. Donc c'est un petit peu triste pour moi de passer à la base. D'accord. Quelle est ton histoire, toi, avec les Américains ici ? Alors mon histoire commence avec mon père, à vrai dire. Mon père qui a fait le débarquement, qui a rencontré ma mère, je vais faire short, a rencontré ma mère à Paris, qu'il a plus ou moins kidnappée, qu'il a emmené aux États-Unis. Okay. 2 enfants, Annette et moi, Annette d'abord, moi après. Et il a eu vent qu'il y avait une base américaine qui allait se construire sur Châteauroux, une grande base de l'OTAN. Et il y cherchait du boulot. Ça a duré un petit moment, il n'a pas eu le boulot, il n'a pas eu le job, il se l'est fait souffler. Mais les Américains mangeaient ce qu'on appelle des sea rations, c'est-à-dire du singe, comme ils disent dans l'armée française. Et qu'ils l'ont pris à part, qu'ils m'ont dit écoute Joe, on en a marre de manger ça, c'est vraiment pas bon, tu pourrais pas ouvrir un truc puis nous faire des hamburgers, des ham and eggs, et puis ainsi de suite, du chili con carne. Et c'est ce qu'il a fait. Donc en 1952, il a ouvert le premier fast-food de France, qui a vu le premier hamburger confectionné en France. Donc moi j'étais ici, tout petit, Et puis, quand est arrivé l'âge de la scolarité, eh bien, mon père payait à la base pour que je puisse aller à l'école, pour ce qu'ils appellent l'école élémentaire à Touvent. Et puis après, le collège et le lycée à la Martinerie. Donc, il payait à la base pour que je puisse aller à l'école américaine. Qu'est-ce qui t'étonne le plus quand tu arrives dans cette école américaine ? Il n'y avait rien d'étonnant parce que ça s'est fait progressivement. Ouais. Moi, j'étais comme au bar, pas au bar, mais au Joe Fromman. J'étais souvent petit sur les genoux des Américains qui me payaient un coca, aussi bien sur les genoux des Français ou des Françaises. Donc, j'étais tout petit. Et puis après, j'étais baigné dans les deux cultures tout le temps. Donc, j'étais pas étonné de ce qui se passait à la base, de ce que je voyais, de ce que je faisais, quoi. D'accord. Et le restaurant de ton papa, il n'y a que des Américains qui viennent ou la population castelroussine commence à venir ? Il y avait les deux, mais d'abord c'était les Américains. Et après, il y avait des Français, parce qu'il y avait du business à faire. Il y avait des garagistes, il y avait les assureurs, il y avait l'immobilier, parce qu'il y en a qui louaient il y en a beaucoup qui louaient des appartements. Donc ça a commencé à se mélanger très très tôt. Mais c'était 90% américain. D'accord. Donc l'épicentre, c'est la base ?
Mais c'est là où ils travaillent. Ils habitent pas à la base. Les simples, on va pas dire simples soldats, mais les célibataires habitaient sur la base. Presque tous. Hein. Il y en avait qui avaient des petits appartements, des chambres de bonne, tout ça, en ville. Mais les familles, par contre, habitaient soit à Touran, qu'on appelait 410, 410, parce qu'il y avait 410 appartements, ou alors à Brassiou, où il y avait les officiers qui habitaient avec leurs familles. Il y avait une pénurie de location de logements à Châteauroux. Les Français avaient du mal à se loger parce que les Américains raflaient tout. Et disons que les dollars parlaient plus que les francs. Ouais. Et dans Châteauroux, qu'est-ce qui change à cette époque-là, dans la ville? Ce qui change, c'est que les bars ont poussé comme des champignons, évidemment. Hein. Parce que bon, il y avait de l'argent à prendre. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque les love trains, les trains d'amour. Le prostitué qui arrivait à Châteauroux le vendredi soir pour écrémer les dollars et repartir sur Paris le dimanche soir. Il y avait du traficotage, du petit traficotage. Hein. On parle souvent de Depardieu avec l'alcool et les cigarettes. Il y avait les grosses voitures, que c'est impossible de prendre la rue Grande, par exemple. Il y avait des bouchons. Il y avait des accidents entre les vélos et puis les voitures américaines. Il y avait de la jalousie, bien sûr. D'ailleurs, je crois que Jean-Claude pourra le raconter. TGI de 24 ans avec sa petite MG Medjet décapotable faisait une grosse concurrence contre les vélos des petits Français. Donc, il y a une chose que je veux dire, c'est que moi j'ai l'impression, et j'en suis persuadé, que Châteauroux, c'était un endroit exceptionnel avec les Américains. Parce que j'ai une copine qui s'occupe d'une petite association naissante sur La Rochelle, où il y avait une base de l'armée, où ça se passait très très mal. Et ça se mélangeait pas, quoi. À Châteauroux, ça s'est mélangé, c'est incroyable. Et la preuve que les Américains aiment beaucoup Châteauroux, parce que là, à l'US Museum où on est ce matin, j'ai beaucoup d'anciens lycéens avec qui je suis allé à l'école qui reviennent en pèlerinage sur Châteauroux. Châteauroux, c'est leur ville. Parce que bon, entre 14 ans, il restait là environ 4 ans, entre 14 ans et 18 ans, vous savez, c'est premier baiser, première bière, et plus, c'est affinité. Donc c'est des souvenirs indélébiles, quoi. Il y a eu des bébés, j'imagine. Oui, 4000 bébés. 4000 bébés ici. Oui, de naissance à la base. Et il y a une maternité à la base. Oui, il y avait une maternité, oui, qui a été démolie par les Chinois, malheureusement. Apparemment, ça les gênait, puis finalement, ils n'ont rien fait, ils sont partis. Mais bon, ils ont démoli la maternité. J'ai eu le temps de la prendre en photo, intérieur-extérieur, et à peu près une dizaine d'années. D'accord. Et aussi, à savoir qu'il y a une stèle à Déol avec les bébés américains qui sont enterrés à Déol, au cimetière de Déol, qui avaient moins de 2 ans, parce que les corps n'étaient pas rapatriés aux États-Unis. Ok. Donc, on a fait faire une stèle avec tous les noms il y a quelques années. On est très contents de ça. Et en bâtiment, qu'est-ce qui reste ici à Châteauroux? Qui témoigne de l'OTAN et de la présence américaine. Je pense que le grand building qui est en centre-ville, c'est le clou de la présence américaine qui est resté. Et il servait à quoi? C'était des logements et des bureaux. Ce qu'on appelait civil service, c'est civil rattaché aux militaires. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Fonctionnaire militaire, oui. Et à part le building? Je crois qu'il reste le welcome. Le welcome, qui s'appelait le Denny's, peut-être le Denny's, oui. Un seul bar de nuit, bar à hôtesse qui restait ouvert. C'est pour ça qu'on retrouve ces noms anglo-saxons. Oui, voilà. Oui. Le Jimmy's, le Crazy Bar, le Lily Bar. Il y en avait tellement, je ne sais pas combien il y en avait, au moins une vingtaine. Le Crossroads, oui. Et il y en avait à l'extérieur de Châteauroux, jusqu'à Dior, même plus loin. Donc Joe Fromen, c'est le restaurant de ton papa. Oui. Pour les Français, cette gastronomie américaine, ça représentait quoi? C'est dommage, on n'a pas M. Bégin avec nous, mais bon, lui, c'est un client assidu du Joe Fromen.
Et puis, il dit tout le temps, quand j'allais chez ton père, je prenais pas un hamburger, mais 2 hamburgers, puis après un bol de chili. Ils y sont faits à l'hamburger. Et puis, le menu a changé au fur et à mesure des années, mais tout ce qui était de base, hamburger, ham and cheese, chili con carne, tout ça, c'est toujours resté. Après, à la fermeture de la base, mon père a fait évoluer le truc, parce que mon père, bon, je dois avouer, c'était pas un homme intelligent, mais il était super malin. Super malin. Et il a commencé à faire des plats du jour pour faire la transition, tout en faisant des hamburgers. Les plats du jour, je pense que c'était peut-être un des premiers qui a introduit la pizza à Châteauroux aussi. Je ne connaissais pas les pizzas. Donc il a su faire la transition. Et puis après, ma sœur a continué aussi jusqu'à sa fermeture en 2013 avec le Joe. Et elle a continué aussi les hamburgers, les sandwichs, les trucs, le chili, mais s'est lancée dans le Tex-Mex. Et qui a très très bien marché aussi jusqu'à la fin. Ces Américains qui sont à Châteauroux, donc qui restent à peu près de 51 jusqu'à 60. 67 les derniers. 67 les derniers. Donc on peut dire que c'est l'âge d'or de Châteauroux. Oui. Quand ils partent, les Américains, les Castelroussins, ils sont plutôt contents de les voir partir. Il y avait un fort parti communiste, d'ailleurs vous avez vu l'affiche là, vous avez vu l'affiche. Donc eux, ils étaient contents et pas contents parce que c'est pareil, les salaires étaient tellement bons que je pense que même certains communistes voulaient même travailler à la base. Donc c'est Jean-Claude qui pourra plus vous expliquer le déclin de Châteauroux au départ des Américains que moi. Ouais. Moi, j'étais pas là. Jean-Claude, sur le déclin de Châteauroux après les Américains. Ah oui, ça a été un véritable choc économique, un choc important parce que la ville ne s'attendait pas. Il faut savoir que le général de Gaulle avait annoncé ça en début 66, je crois, son annonce de quitter l'OTAN, et que mars 67, il n'y avait plus rien. Donc on n'avait pas le temps d'installer des usines ou de la production quelconque. Enfin, non, qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que de là qu'est venue la construction de la zone industrielle, boulevard d'Anvaux, avec toutes ces usines. Tous les berrichons qui travaillaient à la base, du jour au lendemain, se retrouvent sans travail. C'est ça. Mais il faut savoir que pendant des années d'avant, on a manifesté dans les rues en souhaitant le départ des Américains, puisque le Parti communiste était très présent à cette époque-là. Hein. Il représentait à un certain moment 2 députés sur les 4 députés de l'Inde, c'était des communistes. Donc ils ne voulaient pas une force d'occupation ni allemande ni américaine, donc ils manifestaient pour le départ de cette base. Et quand ils sont partis, ils ont pleuré comme les autres, parce qu'ils n'avaient plus de salaire. Hein. Mmh. Et au départ, pourquoi c'est Châteauroux qui est choisi ? On a une explication, c'est que les Américains étaient déjà venus ici lors de la Première Guerre mondiale. Et il y avait une école d'apprentissage de pilotes qui était basée à Issoudun. Et puis il y avait toujours la base de Châteauroux sur laquelle ils se sont repliés. Et c'est là qu'ils sont venus pour la première fois. Donc ils connaissaient le lieu. Châteauroux, c'était central pour approvisionner toutes les bases de l'OTAN. C'est parfait en Europe, hein, on le sait bien que c'est central. En plus, la piste était relativement longue de l'époque, mais quand les Américains sont arrivés en 1952, ils l'ont allongée à 2540 mètres et ils ont construit une voie ferrée qui reliait l'aéroport à la Martinerie. Ils ont construit des routes en ciment. Actuellement, vous avez, quand vous prenez la rocade de Châteauroux, vous roulez sur une route américaine avec le ciment qui est resté sous le goudron, mais aujourd'hui, vous passez là, au même endroit. Hein. Donc, c'était un choc énorme, ce départ. Hein. Comment vous avez fait pour récupérer en fait tous les objets qui sont là à l'US Museum ? On avait déjà un stock important d'objets qu'on savait que ça existait dans différentes familles françaises. Hein. Parce que les Français gardaient tout. À l'époque où les Américains partaient, on gardait une perceuse, on gardait un balai, on gardait un aspirateur, une carpette de lit, on gardait tout. Et donc on savait qu'il y avait des familles françaises qui avaient déjà des stocks. Et la première intervention m'est venue suite à la
la pose de la flamme de l'amitié de cet Américain anonyme qui a offert ça sur le rond-point qui est situé près du jardin public vers Belle-Île. Et je me suis dit, on fait rien, alors qu'un Américain anonyme offre une flamme de 2 mètres de haut, en bronze, tout ça avec ses fonds, sans rien dire. Ça vide de cœur, je me dis, il faut faire quelque chose. Donc on a commencé à en parler aux autorités locales, et puis là on m'a demandé de faire une exposition dans le hall de la mairie en 2015, et pendant 15 jours, ça a été un succès énorme. Ils n'ont jamais vu autant de monde dans le hall de la mairie de Châteauroux. C'est de là qu'est née l'association Châteauroux, c'était l'Amérique. Est-ce qu'il y a un objet, Jean-Claude, toi, qui te touche particulièrement dans le musée là ? Oui, il y a des objets particuliers qui me rappellent pas mal de choses. C'est les instruments de cuisine dont ma mère était femme de ménage chez les familles américaines et qu'elle avait peur. À côté de moi, actuellement, je vois un couteau électrique, je vois un grille-pain, un ouvre-boîte électrique. Rentrait à la maison et puis elle disait, je sais pas ce que c'est que tous ces engins, moi j'y touche pas. Hein. Alors l'objet le plus culte du musée, je crois que c'est une affiche qui a été posée sur un mur d'une rue de Châteauroux en 1965. Cette affiche disait US Go Home, bien entendu. Une Américaine de 14 ans l'a décollée en 65 et elle nous l'a redonnée toute jaunie en 2017 à l'association Châteauroux, c'était l'Amérique. Et la famille américaine a gardé la fameuse affiche pendant toutes ces années. Ouais. Les Américains qui étaient à Châteauroux, ils venaient de toute l'Amérique ? Oui, ils venaient de toute l'Amérique. De toute l'Amérique, oui. Toute l'Amérique. Si vous avez la chance un jour que ma sœur vous ouvre la porte du Joe Fromen, il y a le dancing en dessous, vous verrez tous les graffitis sur le plâtre des GIs, même des fois avec d'où ils sont, la date et d'où ils venaient. Ouais. Donc oui, il y en avait de partout, hein, de partout. Alors ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les Américains dans Châteauroux, les locations, les appartements, ils sont pas avares de kilomètres. Il y en a qui vivaient à Bouches-de-Château, à Levroux, à Bourges, à Loches, et qui faisaient l'aller-retour tous les jours. Mais il faut dire qu'aux États-Unis, on ne compte pas en kilomètres ni en miles, on compte en temps. C'est à 2 heures d'ici, c'est à 5 minutes d'ici, c'est à 3 heures d'ici. Et puis, les kilomètres, enfin les miles ne leur font pas peur. Je suis allé dans le Maine, la dernière fois je suis allé dans le Maine, des amis disaient, on a dégoté un super restaurant italien, c'est seulement à 3 heures d'ici. Alors que nous, à 3 heures d'ici, on est rendu, pas dans le sud de la France, mais presque. Ouais. Qu'est-ce qui manque aux Berrichons aujourd'hui, de cette période-là ? De quoi ils sont nostalgiques, tu penses ? Il y a plusieurs choses. Comme dit Jean-Claude, l'argent. Ouais. Hein, parce que les tiroirs caisses étaient pleins. Je pense qu'il y a certainement certaines dames un petit peu âgées qui, les GIs leur manquent aussi. On peut-être laissé un bébé derrière avec elles, ce qui arrivait aussi. Les rues de Châteauroux, c'était le samedi soir, tous les soirs. Ouais. Donc beaucoup d'animations. Il y avait des bagarres, évidemment, hein, c'est clair. Il y avait la ségrégation, des bars noirs, des bars blancs. Oui. Mais on pouvait venir à n'importe quel jour, à 10 heures du soir, les rues étaient pleines. Mais là, c'était tous les soirs. Mm. Et les dollars, il y en avait partout, quoi. Ouais. Il y a eu quelques drames avec des GI qui ont fait des enfants, puis après qui ont dû repartir. Ah bah oui, il y en a eu plein. Ouais. Ouais. Il y en a eu plein. Et puis les jeunes femmes... Les jeunes femmes se faisaient des fois des illusions aussi, parce qu'elles pensaient, oui, je vais marier un GI, je suis amoureuse et tout, je pars aux États-Unis, les parents ne voulaient pas trop. Elle est partie quand même en espérant qu'elle avait une vie de glamour, et puis elle se retrouvait dans le Minnesota à donner à manger sur une ferme à des cochons, quoi. Donc c'était la déception. Donc elle revenait quand même assez vite. Il y en a d'autres qui sont installés là-bas, moi j'en connais quelques-unes qui sont partis aux États-Unis, qui n'ont jamais bougé, quoi, qui y sont restés.
Il y a eu très peu de divorces. Il a été recensé parmi tous les mariages franco-américains, 5% de divorces. Quand même. Ouais. On sait combien il y a eu de mariages ? Alors, les mariages franco-américains recensés à la mairie de Châteauroux sont, pendant ces 16 années, de 452 mariages. Ça représente un tous les 15 jours entre un Américain et une Française. Enfin, il faut dire qu'il y avait de l'intérêt. Il y avait la voiture, il y avait les dollars, les cigarettes, le whisky, le coca, le beau GI. En face, vous aviez des petits berrichons avec leur vélo ou leur mobilette, sans casquette, sans chemise blanche, sans cravate. C'était toute la différence. On n'avait aucune chance, nous, à cette époque-là. Et c'était pareil pour le sport, j'imagine, parce que le peuple américain est un peuple très sportif. Ah oui, mais sur la base, il y avait les équipes de foot français, les football, quoi. Il y avait le football américain, ce qu'ils appelaient le soccer, le football français, le football américain. On avait un golf 18 trous, on avait le patinoire, on avait le trap, le skate, le ball trap. Il y avait tout sauf une piscine. Et il n'y avait pas de piscine. Donc les Américains venaient à la piscine du Rochat qui était à Belle-Île, qui a été démolie depuis. Et on faisait des sorties à l'école, je me rappelle. On allait à Belle-Île, pas à Belle-Île, on allait au lac du Guzon avec l'école, on faisait des pique-niques, on allait à Belle-Bouche. On faisait des choses, quoi, alors que les petits Français restaient sur Châteauroux. Mais sur la base, il y avait 2 cinémas, il y avait le snack bar, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les jeunes Américains qui étaient adolescents comme nous, eh bien, quelquefois, ils avaient les moyens de faire un orchestre. Et comme en novembre 63, eh bien, l'orchestre américain, les Sharpton, jouait tout simplement à la guinguette de Belle-Île, qui était déjà créée, cette baraque en bois devant l'abattoir. Les Sharpton jouaient un soir de novembre 63 à Belle-Île, c'était déjà ça. De même que le 10 juillet 53 est passé dans les rues de Châteauroux, se promener parce qu'il venait faire un peu de spectacle à la base, le comique Jerry Lewis et Dean Martin qui ont déambulé dans les rues de Châteauroux, du vieux Châteauroux de l'époque. C'était le 10 juillet 53. Ben, il venait tout simplement faire une représentation de sketch, de chanteurs, de danseurs. Dean Martin et Jerry Lewis, c'était des enfants terribles du showbiz américain. Hein. Et comment ça se passait pour les berrichons qui allaient travailler à la base ? Il y avait des bus qui ramassaient les berrichons dans tout le département, voire les départements limitrophes. Hein, il y avait 72 lignes de bus qui ramassaient tous ces gens à 4 heures du matin, 5 heures du matin pour venir travailler ici. Hein. C'était l'effervescence autour de la base. Tout le monde voulait venir travailler aux Américains, comme on disait. Voilà. Il faut savoir qu'on gagnait bien sa vie. Moi, j'ai connu un artisan coiffeur qui a fermé son salon à Châteauroux pour aller couper les cheveux chez les Américains. Il gagnait bien plus d'argent. Hein. Donc il y avait tous les métiers. Il y avait tous les métiers. Il y avait les entreprises de maçonnerie qui construisaient sur l'aéroport, sur la Martinerie. Donc ils livraient du sable, ils livraient du ciment. Il y avait des peintres, il y avait tout. Hein. C'était ça. Non, mais économiquement, c'était très intéressant. Il y a eu des dédommagements quand De Gaulle ferme la base pour la ville ou pas du tout ? Là, je ne saurais pas répondre si économiquement ils ont touché quelque chose de l'État. Hein. Vous savez, on n'était pas à l'époque des aides comme en 2023. Hein. Au moins 2 entreprises qui ont été créées après la fermeture de la base, mais assez tard. C'était Mille Emballages et Pyrex, 2 usines. Ah, Pyrex, ça date de cette époque-là ? Oui, ça a compensé un tout petit peu la perte d'emploi des Français. Mais pas grand-chose, quoi. J'ai souvenir, je crois que c'était en 62, d'une nuit où les avions n'avaient pas arrêté de décoller puisqu'il y avait un pont aérien entre les États-Unis, la France et le Congo. Et les Globemasters ou les C-135, pas les C-135, les Globemasters décollaient, je crois, toutes les 5 ou 6 minutes de l'aéroport. C'était une nuit dont tous les Castelroussins avaient peiné à dormir.
Je peux vous dire qu'aussi qu'on entendait au-dessus de Châteauroux en permanence des avions de chasse, dont certains passaient le mur du son, et ce qui avait pour conséquence de casser les carreaux de 4 mm des fenêtres des Berrichons. Mais personne ne se plaignait. Personne ne se plaignait. C'était l'effervescence. Puis le soir, à 5h30, ici, devant la gare, le faisan était déjà rempli à 5h30 de militaires américains. Et vous voyez les prostituées le long de la rue de la Gare, la rue Victor Hugo, qui cherchaient à gagner leur croûte. Hein, c'était ça. Puis beaucoup de vélos dans les rues, beaucoup de mobylettes. Dernièrement, on a reçu un Américain, et lorsqu'on a été au restaurant, il n'arrêtait pas de regarder l'extérieur. On lui a demandé ce qu'il regardait, mais il cherchait à voir des vélos dans les rues de Châteauroux comme avant. Mais il y en avait très peu, surtout que c'était l'hiver à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Berrichons. Mais lui, à son époque, il y avait plein de vélos. Donc il cherchait à voir des vélos. Voilà. Dernièrement, on a eu aussi la visite d'une dame qui est venue avec un papier, une américaine qui ne parlait pas un mot de français. Et Suzanne était née à la Martinerie en décembre 1962. Elle n'avait jamais vu sa ville de naissance. De même que dernièrement, on a emmené Bill Green, un Américain aussi, inconnu dans Châteauroux, qui revenait pour la première fois voir sa ville de naissance. En fin de compte, il était né à la Martinerie. À l'époque, ses parents habitaient avenue de Chineau à Issoudun. Donc on a plein d'Américains qui passent ici. On a une Américaine qui nous a déposé dernièrement ce qu'elle appelle le tag. C'est le petit bracelet qu'on se mettait autour du bras après avoir déposé ses vêtements à la piscine du Rochat. Eh bien, elle l'a gardé pendant presque 70 ans chez elle aux États-Unis. Elle nous l'a ramené il y a quelques mois. De même que le bar L'Imprévu, une Américaine qui est venue début mai cette année, nous a ramené un morceau de tissu d'un siège du bar L'Imprévu qu'elle avait déchiré avec des copines. Et pour pas se faire fâcher par le tenancier du bar, ils l'ont conservé chez eux pendant 60 ans aux États-Unis. Donc c'est vraiment émotionnel quand même. Ah, c'est très émotionnel. On a fait énormément de débats, de conférences, d'expositions, de projections de films, et on va en faire encore au Blanc prochainement. On a eu des clubs de troisième âge aussi qui viennent nous voir, des EHPAD, des collèges, des écoles. Non, il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup à voir et à apprendre surtout. Et Mike, même question dans ce musée-là. Quel est l'objet, toi, qui te touche le plus ? Moi, je dois avouer que c'est plutôt la pancarte d'origine du Joe from Maine Lunch Bar. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie. Elle était accrochée à l'extérieur. C'est la première pancarte de 52. Parce qu'il y en a eu d'autres après. Il y a eu des pancartes, vous savez, fluorescentes, qui clignotaient, mais qui ont été enlevées. Mais ça, c'est la première. On l'a retrouvée sous l'escalier qui menait au premier et au deuxième du Joe. Elle était par terre. Je crois que c'est là que mon père mettait les sacs d'oignons et puis de haricots rouges pour faire le chili. Et c'est ça. Et puis, c'est tout le reste aussi. La section de la high school, ça me rappelle des souvenirs, évidemment. Tout ce qu'il y a là, j'ai connu, quoi. Le Joe from Maine ferme en 2013. Oui. Il ferme pourquoi ? Il ferme parce que personne ne voulait le reprendre dans la famille. D'accord. C'est un métier prenant, difficile, mais comment je pourrais dire, si ça se dit récompensant, parce qu'on rencontre du monde intéressant. Après, il faut sacrifier ses week-ends, les jours de fête, par le 1er mai, on était fermé parce qu'il y avait du personnel, donc il fallait fermer. Mais sinon, oui, le Joe. Alors là, j'y vais tout à l'heure. Pour un copain et pour moi-même, je vais chercher les tables, les anciennes, les tables du Joe from Maine. Je vais en chercher 2 ou 3 d'époque, de 61. Le bar était remodelé en 61. Et ce qu'il y a de marrant, j'en ai déjà une à la maison que j'en ai fait une table basse. J'en ai une autre qui est dans un petit appart en face de chez moi, dans une grange, où j'en ai mis une comme table de cuisine. Si vous passez votre main en dessous, c'est truffé de chewing-gum. D'époque. Et c'est vrai, ils ont amené les chewing-gums. Ah oui, ils ont amené les chewing-gums. Mais il y en a plein. Ils collaient leurs chewing-gums en dessous. D'ailleurs, les sièges de cinéma, je les avais emmenés chez moi. C'est des sièges d'époque aussi du cinéma, là, au musée. Le dessous était truffé de chewing-gum aussi. Et c'est le cinéma qui était sur la base ? Oui, le cinéma qui était à la base. Oui. Ouais, les sièges sont en super bêta encore. Et ils regardaient des films américains ? Ah oui, que des films américains. Ils regardaient pas de films français. Que des films
film américain. D'ailleurs, j'étais à la base le jour, si ma mémoire est bonne, en 63. Il me semble que Kennedy a été assassiné. Oui. Donc le soir, on a eu la nouvelle, j'étais au cinéma. J'étais au cinéma, en fait, le snack bar, et puis je me souviens qu'ils ont arrêté le film. Et puis tout le monde, enfin, ils ont fait l'annonce, tout le monde est sorti silencieusement. Les filles pleuraient. C'était un choc, quoi. Ouais. Comment est née l'idée du musée ici ? Et ben, comme disait Jean-Claude, l'idée du musée, c'était pour quelque part récompenser le monsieur qui nous a fait don de la flamme de l'amitié, parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent. Et nous, on faisait quelques repas, quelques trucs ensemble, avec l'association, mais pas grand-chose. Donc on a décidé d'ouvrir le musée, et puis de faire des expositions un peu partout. Busancais, Argenton. On a commencé à construire notre notoriété, et les gens viennent exprès des États-Unis visiter le musée. Donc c'est quand même important. Et pourquoi la ville n'a pas capitalisé sur cette histoire plus tôt ? Parce que personne n'y a pensé, tout simplement. Moi, j'étais lors d'une inauguration de la Flamme de l'Amitié offerte par cet Américain anonyme, et j'ai trouvé qu'il y avait ici que des gens qui avaient connu cette époque autour de cette inauguration. Et c'est de là que je me suis dit, mais on fait rien, personne ne fait rien. Alors que c'était 16 années de bonheur pour à la fois les Américains, mais surtout pour le peuple berrichon, qui gagnait bien sa vie et qui progressait. Ils nous ont apporté tout, les nouvelles technologies, les nouveaux objets. On découvrait le Coca-Cola, le whisky, le chewing-gum, les grosses voitures. C'était euphorique. Donc cette période, elle devait revivre, puisque c'était une belle période de Châteauroux. Même touristique. Il faut savoir que là, on a dépassé les 3000 visiteurs à raison de 3 après-midi par semaine. Mais c'est déjà très intéressant, puisque on est bien situé juste devant la gare de Châteauroux, et on fait revivre cette belle période magique. Il nous manque que les grosses voitures. Juste une petite précision aussi, c'est que le US Museum, c'est le seul musée en France de cette catégorie. À part le musée de Colville pour le débarquement, tout ça. Sinon, il y a eu des bases un petit peu partout. Orléans, Poitiers, mais personne n'a rien fait. On est le seul et unique pour l'instant. On a bien été aidé par la mairie et la collectivité de Châteauroux Métropole. Là, il ne faut pas oublier de les remercier au passage de nous avoir mis à disposition ce local. Mais vous me parliez tout à l'heure du clou du musée. Il faut savoir qu'un Américain s'est marié en 1961 avec une jeune fille de Châteauroux, et qu'en 2017, il nous a redonné son uniforme militaire que nous avons exposé au milieu du musée, et que Shep, pour ne pas le nommer, il est revenu fêter ses 87 ans le 15 mars 2023, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Il est venu ici au musée à côté de son uniforme fêter ses 87 ans, ce qui fait que c'est un peu exceptionnel. C'est également découvrir tous les objets de la vie moderne de cette époque-là. Vous avez ici un jukebox, vous avez des photos d'avions, des photos de la base, des écrits, des panneaux school bus qui étaient accrochés derrière les bus. Vous avez les sièges de cinéma américain qui vous permettent de voir un film pendant 1h30 avec des images en noir et blanc de l'époque. Vous avez la machine à écrire avec toute la bureautique de l'époque. Puis vous avez des photos sur les accidents entre les grosses voitures américaines, mais elles rencontraient en face que des vélos ou des mobylettes. Venez voir ce musée, on vous apprendrez que pendant ces 16 années, les 4803 bébés américains ont aujourd'hui un passeport, et ce sont de potentiels visiteurs pour revenir sur les traces de leur lieu de naissance. Qu'on fait venir aussi des classes de 6e. Ah, génial. Des plus jeunes aussi, on a fait venir. Ouais. Et qu'est-ce qui les étonne ? Tous les étonnent. Déjà, ils connaissent pas le jukebox, ils connaissaient pas tout ça. Leur grand-père leur en avait pas parlé, ou leur père, donc ils découvrent tout. Et puis, comme tous les gamins, ils sont marrants. Ils avaient demandé Jean-Claude avait demandé ce que voulait dire la pancarte au-dessus de la porte, la no smoking. Et puis, le petit il a répondu, c'est défense de mettre un costume.
ils apprennent l'anglais en même temps. Donc on va encore accueillir, là, à l'automne, des classes de 6e, et puis d'autres, on espère même. Il a fallu construire, quand les Américains sont arrivés, il a fallu construire plein de choses pour loger à la fois les célibataires qui étaient logés à la Martinerie, mais les familles étaient logées un peu partout dans le département français et limitrophes. Donc on a construit tout de suite la cité de Touvent, c'est 410 logements qui comportent encore aujourd'hui tout le confort, puisque il faut savoir que ces logements étaient sur un terrain français, mais qu'ils étaient équipés de modernité, comme des baies vitrées. Et il y avait une cuisine, une arrière-cuisine, un passe-plat, un vide ordures, mais il y avait surtout le chauffage central. Donc Touvent est toujours d'actualité et toujours d'une belle cité. Et puis on a construit également la cité de Brassiou. Là, on a fait presque 300 pavillons de style californien, dont les noms de rues étaient comme la cité de Touvent, des noms américains, Eisenhower, Floride, Texas, rue de l'Arizona, etc. C'était ça les noms des rues de ces cités à l'époque. Et puis, ils ont construit des supermarchés. Il y en avait un à Bitray, il y en avait un à la Martinerie. Comme vous voyez sur cette photo, le supermarché à ma droite, la photo en noir et blanc avec les caissières françaises, vous avez des caisses enregistreuses électroniques de l'époque, alors qu'en face, l'épicier français, il avait le crayon sur l'oreille et un bout de papier dans la main pour faire les additions. Mais le plus étonnant, c'est qu'à côté de ces caisses enregistreuses, on trouve des appareils qui servent à rendre la monnaie. C'est incroyable, on commence à voir ça aujourd'hui dans les boulangeries françaises en 2023 et ils avaient déjà ça en 58. De même qu'ici, sur un pique-nique près de la base de la Martinerie, il y a un food truck américain qui vend de l'ice cream, des hot dogs et des sandwichs. Et ils avaient déjà le modernisme du véhicule en vente libre. Est-ce qu'on a gardé des films de cette époque ? Alors oui, il existe des films en noir et blanc de cette époque que nous projetons ici à l'US Museum. Ça dure 1 heure. Et il y a également un film qui a été fait il y a une vingtaine d'années par une réalisatrice locale qui, lui, est en couleur et audio, bien entendu, alors que les noirs et blancs... grâce à Cyclic qui a fait ça, c'est souvent des films muets de l'époque en noir et blanc. Mais là, je devrais rajouter que dans quelques mois va sortir un autre film sur l'époque américaine et qui est formidable. Il a été tourné depuis 2000, depuis la création presque de l'association, depuis 2017, puisqu'en 2017, il y a plus de 50 Américains qui sont venus ici et on avait commencé à faire un film à cette époque et il va sortir là où vous aurez des commentaires, des prises de vue formidables sur à la fois l'époque et sur aujourd'hui, les commentaires des Américains qui reviennent 60, 70 ans après sur les traces de leur adolescence. Est-ce qu'il y a des livres ? Alors oui, bien sûr. Il y a eu énormément de livres, enfin pas énormément, mais il y a eu des livres qui ont été sortis sur l'époque. Je crois que le premier était vers les années 75-76, un livre de statistiques de François Jarreau. Il y a eu également US Go Home de Jean-François Denis. Et puis il y a eu Les Américains à Châteauroux par le livre de Bruno Mas, que vous pouvez retrouver tous ces livres en librairie, voire à l'Office de tourisme à Châteauroux, place de la République. J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur le musée qu'il faut venir visiter, puisque tout n'est pas décrit dans mes propos. Le mieux, c'est de venir sur place et nous sommes ouverts le mercredi, vendredi et samedi après-midi de 14 à 17h30. Nous sommes fermés en janvier, février. Et ce petit musée est tenu par 25 bénévoles de l'association Châteauroux, c'était l'Amérique. Nous fêtons tous les ans la fête de l'indépendance d'elle, la fête nationale américaine, le 4 juillet. Ça sera dans quelques jours à l'aéroport de Châteauroux, à la salle François Gerbeau. Voilà, où il y a des voitures américaines qui vous permettent de faire une petite balade sur les fameuses routes en ciment de l'époque. Et puis, nous faisons un voyage qui est prévu au printemps 2024, un voyage qui aura lieu dans l'est des États-Unis, c'est-à-dire la région de Boston, Philadelphie, New York, Washington. Je voulais signaler que l'association ouvre ce voyage prévu en mai 2024, on l'ouvre également aux non-adhérents, à une condition, c'est qu'ils deviennent adhérents de notre association
tout simplement. Nous avons fait auparavant, en 2019, un voyage en Louisiane, où nous étions 34 personnes de l'association sur un super voyage qui s'est bien déroulé en octobre 2019. Voilà. Donc l'association vit bien, nous sommes un grand nombre d'adhérents et nous demandons à grossir. Voilà, la porte est ouverte à la fois du musée et de l'association. Oh, super. Jean-Claude, j'ai une dernière question. Moi. Quel est ton endroit préféré à Châteauroux qui te rappelle cette période-là ? Alors là, c'est une question qui me donne un peu les larmes aux yeux parce que le lieu préféré, c'est un endroit entre la cité de Touvent où il y avait que des gamins américains et la cité des Grands Champs où il y avait que des gamins français. Il faut savoir que l'une, il y a 410 logements américains et il y a toujours 518 maisons aux Grands Champs. Il y avait des groupes énormes de franco-américains qui se parlaient avec les mains, mais on s'échangeait à la fois les paroles et les coups de poing, et les copines et les copains aussi. Et donc j'ai un peu la nostalgie de ce quartier-là, tout simplement. Ok. Merci beaucoup, Jean-Claude. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu et que vous pousserez la porte de l'US Museum de Châteauroux. Si vous croisez Mike ou Jean-Claude, saluez-les de ma part. Vous trouverez sur Facebook et LinkedIn le lien de ce musée unique et gratuit. Merci encore à tous les auditeurs qui parlent du podcast Goodberry autour d'eux et qui partagent les posts. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec une invitée très inspirante. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.